Et bonsoir à tous. Il est Bonsoir. 19h30 à l'instant. Bienvenue ce lundi soir, on est lundi, dans notre soirée, l'événement Moi et le changement, avec Marie-Laure. Et Jean-Pierre. Et voilà. Et ce soir, nous allons parler de oser se montrer tel que l'on est. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. On va voir ça ensemble. On va attendre un petit peu que tout le monde s'installe. Je vérifie pendant ce temps-là que ça marche bien en direct sur la page. Vous verriez ici, on se croirait dans un cockpit d'avion. Il y a deux écrans, mon téléphone. Et moi qui ne suis vraiment pas une geek, alors c'est particulier. Hein. Là, c'est bon. Voilà, donc j'ouvre l'écran comme ça. Parce que je voudrais être sûre que quand il y aura des commentaires, je puisse les voir. Si quelqu'un est déjà là, est-ce que vous pouvez me mettre un petit OK si le son passe, si vous m'entendez, parce que du coup, s'il n'y a pas de réponse, c'est peut-être que ça ne marche pas, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, est-ce que je peux voir les commentaires quelque part? Il n'y a pas de commentaires encore. Bon, je pars du principe que c'est que vous en êtes encore à l'apéro, que vous n'êtes pas arrivé. Alors, il y a une notification, du coup, est-ce que ça voudrait dire quelque chose? Je regarde sur mon téléphone. Tac, tac, tac. Peut-être que tu peux donner le programme, Jean-Pierre, si tu as envie, pendant que je règle les dernières choses. Oui. Alors, hier soir, donc, on a abordé la question du transgénérationnel, fidélité familiale. Donc, on a un peu effleuré la question. On a donné un certain nombre d'éléments, de clés déjà concernant ça. Ce soir, donc, c'est le critique intérieur, le juge intérieur, et en relation avec le regard des autres, en quoi ça peut bloquer et empêcher donc les changements, mettre en œuvre des choses dans notre vie. Voilà. Et puis demain, ce sera les limites, la question des limites, les limites qui nous bloquent, hein, que ce soit des limites qui viennent de la culture, des schémas de croyances culturels, ou que ce soit des éléments personnels, etc. On va voir ça, donc ça sera à travers mes limites à moi, mon histoire. Hein. Le lendemain soir, c'est-à-dire mercredi soir, ça sera la question des croyances, hein, un vaste sujet. Là. On parle super. beaucoup des croyances, hein, c'est un vaste sujet, donc on va en parler aussi. Et le jeudi soir, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? 1, 2, 3, 4. Qui je suis vraiment? Qui je suis vraiment, oui. Voilà. Ça parle donc à la dimension de l'être créateur, hein, et de la notion de spiritualité. Je crois que j'en oublie un. Non, c'était en train de d'écrire le dernier du vendredi. J'en ai écrit le dernier. Il y en a entre les deux. Je ne sais plus lequel c'est. Je n'ai pas la liste sous les yeux. Jeudi, Ouais, c'est... jeudi. Jeudi, c'est... On n'a pas la Tu liste as sous dit les les yeux. limites, c'est demain soir. Ouais. Les croyances après-demain. Ouais. Ensuite, qui je suis réellement. Et Oui. ensuite, spiritualité et l'être L'être créateur. Ça, voilà, c'est vendredi. Oui. Alors, comme on vous disait, tout est relié. On ouvre des portes, on crée des brèches, mais on ne peut pas dire que d'un côté, il y a un bras, puis de l'autre côté, il y a la tête et qu'il n'y a rien entre les deux. Il y a forcément, tout est relié. Et du coup, on fait des passerelles. Hier, c'était le transgénérationnel. Aujourd'hui, on va continuer sur oser se montrer exactement tel que l'on est. Et forcément, il y aura des passerelles à faire avec hier, avec demain et avec les autres jours de la semaine. Donc, bonsoir Cécile, bonsoir Stella. Bonsoir Stéphanie, merci. Donc, ça fonctionne très bien, donc j'en suis ravie. On va pouvoir commencer de façon très sereine grâce à mes amis Cécile, Stella et Steph. Merci beaucoup, les trois fidèles qui sont déjà là. J'espère que vous allez bien, du coup, que vous avez quand même réussi à dormir malgré la soirée d'hier soir. Voilà, donc ce soir, on va parler de oser se montrer. Et je vais parler du coup de moi. Je vais prendre mon exemple parce que c'est pas toujours facile pour moi d'oser me montrer et c'est vraiment un grand défi aujourd'hui d'être là devant vous. Donc, même avec un événement gratuit comme ça reste quand même compliqué pour moi, même si c'est très facile par rapport à ce que j'ai pu vivre et ressentir
dans avec d'autres façons, pour d'autres choses, en fait. Bonsoir Virginie. Je vois que vous avez réussi à vous connecter, c'est très bien, j'en suis ravie. Voilà, donc je vais faire un petit partage d'écran, parce que je deviens maintenant super pro dans les partages d'écran, enfin, j'espère. C'est pas ce que je voulais faire, justement. Hop, voilà. Donc, il faut que je prenne cette option pour avoir quand même la petite vignette, voilà, en haut à droite. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Je vais vérifier. Il y a toujours ce petit décalage avec Facebook quand on est en direct. Alors, Cécile, du coup, entre-temps, dit beaucoup de déclics hier. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Ah, mais c'est quel beau cadeau, Cécile, vraiment génial. Bonsoir Delphine, mon amie Delphine. Bonsoir à tous les deux, Delphine. D'accord. Ouais. Hello de Monsieur Henri Loisance. Bonjour papa. Et oui, donc tout va bien. Donc, vous voyez le partage d'écran. Osez me montrer tel que je suis. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu synthétique en parlant de moi, parce que moi, si je parle de moi, ça peut durer, on peut écrire un livre. J'aime beaucoup parler, en fait. Oh. Non, n'est-ce pas? Et donc, j'ai essayé de faire quelque chose de synthétique pour quand même rester dans le sujet. Moi et le changement, oser se montrer. Quel impact ça a sur le changement? Quel impact le changement a sur moi? Quand j'ose ou pas me montrer. Donc, on va voir ça ensemble. Hop. Donc, oser me montrer tel que je suis, parce que ça, c'est la petite donnée supplémentaire. Je suis donc la fille de mes parents, ça c'est jusque-là, on est tous d'accord. Et j'ai donc une grande sœur, un grand frère et une petite sœur qui viennent derrière. Et là, je vais vous parler de ma perception de mon histoire, et donc je voudrais vraiment clarifier les choses avec vous. Quand on parle de notre histoire d'enfance, on parle de nos perceptions de comment on a vécu les choses. Par exemple, il y a 4 frères et sœurs, il va se passer un événement et les 4 frères et sœurs vont avoir des souvenirs différents avec des perceptions différentes et des sentiments associés différents. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais raconter comme exemple? Si, ça pourrait être extrêmement un exemple qui illustre parfaitement ce que je dis. On habitait près de Nantes quand j'étais petite et ma sœur et mon frère, qui étaient très proches en termes d'âge, me racontaient le matin que la nuit précédente, ils étaient partis en fusée sur la Lune voir le peuple des petites souris. Et moi, c'était un drame quand ils me racontaient ça. Ils ont fait ça plusieurs jours de suite, puis après, on est passé à autre chose. Et en fait, c'était juste une histoire d'enfants, en fait, des enfants qui disent, voilà, nous on part cette nuit, on va retrouver les souris, mais on t'emmène pas. Pour eux, c'était un jeu. Et moi, je l'ai vécu comme du rejet, comme de la trahison, comme le fait de ne pas être accueilli dans la fratrie. Et quand on en reparle, j'en ai reparlé avec eux il y a pas longtemps, il y a un an ou deux, et ils avaient complètement oublié, en fait. Et du coup, il y a des choses qui se passent. Et puis, en fait, ce qui va, moi, m'intéresser et ce qui va être intéressant dans le fait d'oser se montrer tel que l'on est ou pas, c'est quelles sont les émotions qui sont présentes en nous quand on vit une situation et quelle est notre interprétation de cet événement, en fait. Donc, je suis donc la troisième d'une fratrie de 4 enfants. Et je vais parler, moi, de oser montrer tel que je suis. La question que je vais pouvoir me poser, en premier lieu, c'est quel est mon souvenir de ce que ma famille, l'école, le lycée, le collège, de ce qu'on disait de moi à mon sujet. C'est-à-dire que ça parle d'image de soi. Et l'image de soi, elle passe aussi à travers ce que les membres de la famille disent de soi. Donc ça, vous pouvez déjà vous poser cette question-là pour vous. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce que disaient vos parents, vos frères et sœurs s'il y en avait, ou des grands-parents, ou des cousins, cousines, des instits, par exemple, des personnes qui étaient importantes pour vous, de ce qu'on disait de vous? Donc, alors, on a quelques questions, et de la même façon que hier dans le transgénérationnel où il y avait 10 questions, bien entendu, je les rajouterai. Vous pouvez déjà répondre en commentaire, comme hier, des réactions, répondre aux questions, comme ça on peut voir ensemble l'évolution. Et puis, si vous avez des questions ou des témoignages à faire, on peut en parler ensemble. Donc, vous pouvez prendre votre papier, votre crayon et dire, OK, qu'est-ce qu'on disait de moi quand j'étais petite? Ou quand j'étais petit pour les hommes qui regardent. Principalement dans la famille ou à l'école, en fait. Voilà, c'est deux axes importants. C'est ça, c'est l'environnement le plus proche, en fait.
Et donc, le ressenti associé. Par exemple, moi, de ma perception et de mon vécu de certains moments de mon enfance, je me sentais, en fait, je me sentais pas aimée. Donc, je le redis encore, ça n'a rien à voir avec est-ce que mes parents m'ont aimée ou pas. Ça n'a rien à voir du tout. Moi, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que je ne me sentais pas suffisamment aimée, ce qui ne veut pas dire que je n'étais pas assez aimée. Donc ça, c'est important pour vous aussi. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire qui est juste, qui est faux. Ce n'est pas du tout la question, parce que si on va là-dedans, on se trompe complètement de débat, en fait. Là, c'est qu'est-ce que j'ai intégré à l'intérieur de moi et avec quoi j'ai grandi. Et donc, j'avais une grande sœur, un grand frère, et j'ai trouvé tellement grand, tellement plus que moi, parce que on avait 5 ans et 3 ans d'écart. Ils avaient plus de compétences, ils avaient plus de connaissances, ils savaient tellement faire des choses mieux que moi. Et donc, voilà, j'étais un peu en admiration devant eux, ce qui arrive souvent aux enfants qui ont des frères et des sœurs aînés. Et du coup, voilà, je me sentais moins bien. Je me sentais moins bien et du coup, il commençait à se passer quelque chose en moi d'un lien de cause à effet dont on parlera tout à l'heure. Mais je sentais en même temps que j'aurais aimé plus de preuves d'amour de mes parents, de ma propre perception, et commençait à se faire en moi des choses qui liaient les choses entre elles d'une façon qui n'était pas forcément juste. Et donc, on disait parfois, Marie-Laure, elle est, on a beau lui dire qu'on l'aime, souvent c'était mais oui, on t'aime. Voilà, ça tournait en blague en fait à la maison. On disait que parfois je pouvais être jalouse parce que je sentais moi que les autres avaient parfois des choses que moi je ne ressentais pas pour moi. Et donc c'était quelque chose qui était là. Et je me sentais très très différente aussi. Je me sentais très différente. J'étais très sensible, j'étais très dans l'émotion, j'étais très dans des perceptions aussi. Et je n'avais pas ni le même fonctionnement, ni un caractère de ressemblance avec mes frères et sœurs. Je me sentais vraiment différente intérieurement. Et se creusait déjà le fossé de la différence, c'est-à-dire que commençait à intervenir une grille de comparaison. Moi, mes frères et sœurs, et je me mettais moi plus que, moins que, plus que, moins que. Et mon cerveau commençait à fonctionner en comparaison et en grille de lecture. C'est-à-dire que je pouvais entendre, ta sœur, elle est plus ceci que toi. C'est-à-dire que ta sœur, elle est plus sérieuse. Elle travaille bien à l'école, elle a de bonnes notes. Le soir, elle ne veut pas sortir, elle travaille. Ton frère ceci, etc. Et donc, j'entendais le tu es ceci ou tu n'es pas assez ceci. Et j'entendais ce discours intérieur. Et en fait, je commençais à y croire parce que quand on est un enfant, en fait, notre parent, mon fils par exemple, quand j'ai dit quelque chose, je vérifie toujours. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu sens par rapport à ça? Parce que en fait, il gobe tout rond. On est des dieux pour lui. On est les dieux de son univers. On apporte de quoi manger. On a de l'argent pour partir en vacances. On est voilà, donc on est ses référents à lui. Et il ne remet pas en question ce qu'on dit. Pour lui, il n'y a aucune raison qu'on dise pas vrai en fait. Et donc, en grandissant, l'enfant va prendre pour acquis et pour vrai ce qu'on lui dit. Et donc, c'est comme ça que se construit ce qu'on appelle le juge intérieur. Quand je suis petite, par exemple, j'entends mon instinct dire Marie-Laure, en mathématiques, elle est un petit oiseau sur sa branche. Ça veut tout dire et rien dire. Ça voulait dire vraiment que les mathématiques, moi, ça me passait un petit peu au-dessus de la tête. J'étais plutôt une littéraire et une créative. Et du coup, voilà, je regardais souvent par la fenêtre. J'étais un peu distraite. Voilà, ça m'intéressait pas en fait. Et donc, voilà, j'étais un petit oiseau sur la branche. Donc, le tu es quelque chose, en grandissant, devient un je suis. Parce que je crois en ce qui est dit et du coup, je me l'approprie. Et la voix extérieure des parents, de l'école, etc., ou des frères et sœurs, ça se transforme à l'intérieur du tu en je. Et en fait, on va finir par croire que finalement, c'est nous qui nous disons ça. C'est-à-dire, tu es trop émotive devient je suis trop émotive. Et donc, ça devient ma vérité. Je me définis à travers ça.
Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon, dans notre jargon, parce qu'on le croit, le juge intérieur. C'est-à-dire qu'on développe ce qu'on va appeler un archétype intérieur, qui est le critique intérieur, le juge intérieur, qui est une partie de nous inconsciente qui va se nourrir et venir servir a priori de protecteur. Il va servir de protecteur, c'est-à-dire que c'est une part de nous inconsciente qui va venir faire en sorte qu'on souffre moins et qu'on passe de la survie, enfin qu'on ne prenne pas de risques, qu'on ne se mette pas en danger. Et donc, ce juge intérieur va, par exemple, quand on va vouloir se faire des nouvelles copines à l'école, il va venir dire attention, attention parce que tu es trop émotive et du coup, elle va pas t'aimer forcément, elle va peut-être pas t'aimer, donc ne sois pas telle que tu es en fait. Sois plus forte que ce que tu es. Et en fait, le juge intérieur, il me parle à moi, il me dit « sois plus forte ». Ça veut dire qu'il y a comme quelque chose, un archétype qui est là, comme le gardien un peu. C'est un peu comme s'il y avait une maison, qu'il y avait un gardien devant la maison et qui dit « si tu veux sortir de chez toi, il faut que tu mettes ton chapeau, ton gros manteau, ton parapluie, ton armure, et puis là, tu peux partir. » Donc, il fait la liste de tout ce qu'il faut faire ou pas faire, et surtout pas faire. Et pour être sûr qu'on obéisse, il envoie des émotions associées, c'est-à-dire de la peur, donc peur d'être jugé, peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, par exemple, et de la douleur, c'est-à-dire de la tristesse, du manque, de la culpabilité. Il va utiliser nos blessures préférentielles d'enfance pour aller appuyer là-dessus, ou la honte, pour appuyer là-dessus et nous empêcher d'aller trop nous confronter, en fait. Et du coup, moi, j'avais quand même pas mal de peur. D'un côté, j'avais beaucoup de peur à me montrer telle que j'étais. Et d'un autre côté, je commençais déjà à développer quelque chose qui parlait un peu d'une future Amazone, donc avec une bonne cuirasse, avec quelque chose où j'allais d'un côté dans celle que j'étais, mais avec beaucoup de jugement intérieur, hein, parce que je nourrissais mon juge intérieur, et d'un autre côté, quelqu'un qui était bien cuirassé pour affronter le monde, en fait. Parce que ce que je vais rajouter, c'est que ce critique intérieur, il nous amène donc à nous comparer, à toucher des peurs, culpabilité, comme dit Marie, parce que en fait, ça nous protège au sens où ça nous empêche d'aller vraiment toucher des ressentis très, 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 très douloureux, très dérangeants, très anciens, qui parlent vraiment de peut-être de vie, de solitude sans fond, de tristesse sans fond chez un petit enfant. Il faut voir qu'un enfant qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il vit les choses de façon extrêmement intense. Et face à cette intensité, il se protège comme il peut. Et tout ce dont vient de parler Marie-Laure, c'est ça, c'est développer cette fonction de critique intérieure qui va protéger de ces grandes douleurs, de ces grandes tristesses, de ces grandes… Alors, ce que je vais rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est que qu'est-ce que je vais rajouter? Je ne sais pas, ça m'est l'air important. Il y a plein de choses qui me viennent, alors du coup, mais… mais non, j'irai tout à l'heure. Voilà, tu m'arrêtes si ouais, ça revient. Oui. Donc, c'est intéressant, je vois Hélène, bonsoir Hélène, qui dit « Oui, en étant différente dans ma famille, on m'a vue comme une personne fragile et on m'a surprotégée. Mais du coup, ça m'a isolée de toute confrontation. » Effectivement, c'est voilà, où oui, là, du coup, on parle de réaction des parents. Moi, je parle vraiment que de ma perception à moi, qui m'appartient, qui n'appartient que moi, qui ne parle que de ma perception des choses. Effectivement, là, avec Hélène, il y a le jugement du parent et puis l'effet que le parent a de surprotéger l'enfant pour vraiment servir. En fait, c'est comme un gardien, un bodyguard extérieur. En fait, le parent devient celui qui protège l'enfant. Voilà, en fait, le critique intérieur, au départ, est un bodyguard, justement, c'est un gardien, un protecteur. Et le protecteur, en étant associé aux blessures de rejet, de manque d'amour ou de ce que je disais tout à l'heure, par exemple, de comparaison, de tristesse, etc., il
il se sent blessé, en fait. Et de protecteur, en fait, c'est lui qui prend l'armure. Il devient un garde du corps, il devient un guerrier, parce que la vie le confronte à ça, en fait. Et du coup, au lieu d'être protecteur à l'intérieur pour nous garantir notre sécurité intérieure et notre protection intérieure, pour qu'on ait confiance en soi, eh bien, dans le cas d'Hélène, c'est le parent qui prend ce rôle-là. Et du coup, ça empêche l'enfant à ce moment-là de se protéger lui-même. Ouais. En fait, on sort la sécurité à l'extérieur. Donc ça, c'est encore autre chose. Les parents ne parlaient pas, oui, en plus. Ce que je voulais rajouter, moi, c'est que ça concernait ça concernait donc la différence, effectivement. Voilà. La notion de différence est fondamentale. On peut se sentir différent pour plein de raisons, soit parce que notre famille nous fait percevoir qu'on est différent d'eux, soit parce que soi-même on se sent différent. Et il y a plein de choses dont l'enfant peut faire de cette différence. Il peut se dévaloriser, il peut se survaloriser, il peut se sentir exclu. Bref, la notion de différence, c'est quelque chose de très important parce que l'enfant, il va utiliser ça, enfin, il va faire quelque chose de ce sentiment de différence et selon sa perception, s'il sent par exemple qu'il est nul parce qu'il est bien inférieur aux autres, donc ça va aller dans une certaine direction. S'il se sent simplement exclu, il va aller dans quelque chose qui va parler de solitude, par exemple. S'il se sent tellement nul que c'est intolérable et donc en grandissant, il peut développer au contraire un sentiment de supériorité. De cette différence, il peut ressentir que c'est dangereux de se montrer. Du coup, il va développer une carapace de rigidité, etc. Donc, il y a plein de choses dont on peut faire de la différence, mais la notion de différence est vraiment fondamentale. Et lorsque les parents, ce qui est souvent le cas malheureusement, ou en tout cas dans les décennies passées, n'avaient pas conscience de l'importance de cette notion de différence, parce que la société est basée sur la comparaison, donc sur les différences, sur l'évaluation des différences, pour en faire une qualité, un jugement, en fait. C'est bien, c'est pas bien. Le système scolaire est comme ça. Qui renforce. Et donc les parents avaient tendance à aller dans ce sens-là, parce que c'était culturel. Alors, on sait aujourd'hui que cette notion de différence est fondamentale et qu'au contraire, il faut que l'enfant, effectivement, se sente différent des autres. Mais pour sortir de la comparaison, et là, c'est un levier très important soi-même, lorsque dans son histoire, on a eu ces questions de différence et des ressentis associés, des jugements sur soi, un critique intérieur très fort, etc. Il faut donc, le fondamental, c'est de sortir de cette notion de différence. C'est un levier extraordinaire, ça. Sortir de la différence pour ressentir qu'au contraire, c'est très bien. On est tous différents, on est semblables, mais nous sommes différents et chacun a sa richesse propre. On va en reparler un petit peu après. Voilà. Les notions de différence sont vraiment fondamentales. Et qu'est-ce que l'enfant en fait? C'est ça. C'est surtout ça en fait dont on parle, parce qu'on ne va pas parler de l'autre. Pour ce soir, là, on parle de soi parce que c'est là où on peut avoir aussi la capacité et le pouvoir de transformer les choses. On ne peut pas changer les autres, par contre, se changer soi et le regard qu'on a sur les choses. C'est pour ça qu'on est là ce soir ensemble, en fait. Voilà. Donc, je reprends. Ce que ma famille, l'école, les personnes ressources, les personnes très proches de moi disaient de moi. Vous pouvez faire la liste. Ensuite, comment le tu es ceci, tu es cela devient insidieusement petit à petit au fur et à mesure où on grandit parce qu'on y croit. Ah ben oui, je suis trop émotive, je suis trop différente, je suis pas assez cultivée, je suis pas assez sérieuse, je suis trop légère. Voilà, donc notez-vous quel est votre discours intérieur en fait. Quand il y a de la peur qui vient de vous confronter à quelque chose, quelles sont les petites phrases quand même comme ça que vous vous dites? Je suis trop nulle, j'ai encore raté un truc, je pourrais rater quelque chose, etc. Je pourrais montrer que je suis incompétente. Qu'est-ce qui vient pour vous là-dedans? Et comment, du coup, vous avez nourri votre juge intérieur, votre critique intérieure en lui obéissant et en le croyant, comprenez? En n'allant pas vous confronter par peur, en fait. Donc, pour la suite, première option par rapport à ça, quand on en est ici, c'est l'option A, j'ai conscience de ce que me dit mon juge intérieur, j'ai conscience de ces phrases que je me dis et j'y crois. Et donc là, du coup, ça va avoir une incidence sur le changement. C'est-à-dire que si je veux changer, apporter du nouveau, il va y avoir tout de suite de la peur associée. Peur parce qu'il y a ces phrases-là et ce besoin de protection
avec la peur derrière ou les vieilles douleurs. Vous savez, le ressenti associé du départ, là, vous voyez, en rose. Je sais pas, il peut y avoir de la colère, un sentiment d'injustice, du désespoir, de la rage, de la tristesse. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui sont présentes et qui se réveillent dans certains cas. Et donc, j'ai conscience de ce que me dit mon juge intérieur, j'y crois, et donc je m'enferme dans mes auto-jugements. Je m'auto-sabote, quel que soit l'âge qu'on a. Hein. Je me cache, je ne me montre pas. Et je peux du coup sentir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est j'ai mon propre jugement à l'intérieur et ce que je me dis, c'est que si jamais je fais ça, les gens, ils vont voir, ils vont savoir que je suis ceci et cela. Moins bien que ce que je veux montrer. Voilà, ce que j'essaye de cacher comme quelque chose de honteux, je ne suis pas à la hauteur. Les gens, ils vont me mettre en défaut, ils vont s'en rendre compte que je ne suis pas à la hauteur. Mais ça, c'est son propre jugement intérieur. On a peur que l'autre pense ça. Et ça déclenche le syndrome de l'imposteur. Parce qu'au bout d'un moment, on sait qu'il pense ça. C'est-à-dire, on s'imagine qu'il pense ça. Alors, ce qui est intéressant là dans cette rubrique-là, c'est que la réaction en grandissant, quand on reste coincé dans ces fonctionnements-là, généralement, on développe de la rigidité physique. Parce que voilà, on se rigidifie pour cacher, ne pas montrer, on ne montre pas, et en même temps, on se coupe en même temps de son ressenti, de ses peurs. Et voilà. La rigidité physique reflète bien souvent ça. Pas toujours, il n'y a pas que ça, mais c'est une manière de se défendre. Je me cache sous une carapace rigide. L'option B, je n'ai pas conscience de ce que me dit mon juge intérieur, c'est-à-dire que j'ai tellement verrouillé, j'ai tellement souffert que j'ai tout verrouillé. Mes émotions, mes pensées, je contrôle tout. Je n'ai pas conscience de quoi que ce soit. Et là, il arrive ce qu'on appelle la projection, c'est-à-dire que je projette sur les autres mon propre jugement sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire projeter? C'est-à-dire, en couple, un jour, je vais dire à Jean-Pierre, de toute façon, je sais bien, tu as toujours su que tu as toujours cru que j'étais, je pourrais dire, que j'étais trop nulle pour être avec quelqu'un comme toi. Mais en réalité, c'est elle qui pense ça d'elle. Voilà. Je pense ça de moi, j'en ai pas conscience. Et je projette ça sur lui. C'est-à-dire que ce que je ne peux pas porter en moi comme information, parce que c'est tellement insupportable, intolérable pour moi, tellement c'est douloureux, je vais l'attribuer à ce que pense Jean-Pierre de moi. Donc, je vais lui dire, tu penses ça de moi. Je sais que tu penses ça de moi, que je suis trop nulle pour être avec toi. Et je vais y croire. Ça s'appelle une projection. Alors, je vous rassure, hein, on fonctionne tous avec beaucoup de projections. Ah bah c'est sûr. Si vous pensez que vous n'êtes pas concerné par ça, là, je crois que vous vous trompez. Parce qu'en fait, on projette en permanence sur les autres. Tout le temps. C'est le mécanisme de protection, mais pour des détails, pour n'importe quoi. Hein, voilà. Je suis avec d'autres personnes, j'ai trop chaud, je n'ose pas demander d'ouvrir la fenêtre. J'ai demandé, j'ai l'impression que tu as chaud, tu ne veux pas qu'on ouvre la fenêtre? Ça m'évite de dire, moi, j'ai trop chaud, est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Alors, ça m'évite d'assumer, pas pour des petits détails. Mais... La différence là-dedans, c'est que la projection, c'est un mécanisme de protection, en fait, et c'est inconscient, en fait. Et c'est là où c'est le plus puissant, c'est parce que c'est un mécanisme inconscient, en fait, d'évitement. Voilà, donc je vais projeter, soit j'ai conscience de ce que dit mon juge intérieur et je vais ressasser ça dans ma tête, ça va me faire procrastiner, ça va me faire m'auto-saboter, je vais me cacher, je vais éviter de me montrer, etc. Parce que tel que je suis ne convient pas dans ma propre perception, dans mes peurs, tel que je suis je ne suis pas adaptée à ce qu'on attend de moi, le désir de l'autre n'est pas en relation avec qui je suis vraiment, en fait, il attend quelque chose de moi que je ne peux pas lui donner en restant comme je suis, donc je vais essayer d'avoir de créer une autre facette de moi qui va essayer de répondre à son besoin. Et finalement, je vais être prise entre qui je suis vraiment, où j'ai l'impression dans mon analyse de situation, si je reste telle que je suis vraiment, je ne vais pas recevoir l'amour de l'autre. Parce que ce qu'on attend de moi, c'est différent de qui je suis. Et du coup, on peut créer comme moi un lien de cause à effet entre si je ne ressens pas assez d'amour
de ma famille envers moi, c'est parce que je ne réponds pas au désir de l'autre, parce que ce qu'on attend de moi ne correspond pas à qui je suis réellement. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais créé un lien de cause à effet entre le fait d'être différente du reste de ma famille, ce qu'on attendait moi que je ne pouvais pas donner, en tout cas que si je donnais, j'étais plus fidèle à moi-même en fait. Et j'avais créé un lien de cause à effet entre ma perception de manquer de preuves d'amour et de manquer d'amour par rapport aux autres, et puis ce système-là qui était bien en place. Donc, je me sentais pas à ma place, pas vraiment, en tout cas, tel que j'étais vraiment en profondeur. Et du coup, j'ai développé aussi quelque chose qui était de la résistance, de la colère. J'ai grandi en devenant une Amazone, hein, en brandissant l'Excalibur, l'épée de la vérité, en étant en guerre contre ceci, contre l'injustice de cela, où j'ai pu vraiment d'ailleurs aller en formation à la SNCF pour bien savoir faire des piquets de grève. J'ai été à la SNCF pendant 7 ans, la société de transport ferroviaire en France, pour ceux qui sont au Canada ou en Belgique ou en Suisse. Et donc, j'ai vraiment appris ce que c'est que tenir un piquet de grève et puis voilà, être dans la résistance, dans la lutte, dans le combat. Et puis ça ne m'a pas amené à grand-chose en fait. Voilà, donc j'arrête de partager l'écran. Ouais, peut-être que vous voulez que je vous le laisse, peut-être pour… je vous le remettrai tout à l'heure. On va revenir. Voilà. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est vraiment regarder… Du coup, je vous le repartage parce que c'est vraiment important. Parce que souvent, Tiens, c'est parti où? J'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Il est parti. Ah mais si, mais c'est que je vais chercher mon keynote ici. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça en fait. C'est que… Ben non, vous ne voyez pas si je bouge le doigt. C'est drôle. En fait, quand je nourris mon juge intérieur en lui obéissant et en le croyant, je vais faire des expériences du coup dans ma vie où je me dis, en fait, je suis pas parfaite dans la pratique psychocorporelle que j'ai apprise. Il y a des méridiens chinois dont je me souviens plus. Il y a tel point d'acupuncture, je suis pas très à l'aise par rapport à ça. J'ai pas fait toutes les formations en Chine, au Japon pour apprendre et en Corée pour apprendre toutes les facettes d'autres choses, etc. Je me sens pas spécialiste et donc en fait, il y a forcément quelqu'un qui va me dire mais tu sais pas ça? Donc, j'avais peur de me faire prendre en défaut. Et donc, je ne vais pas manifester quoi que ce soit dans ma vie qui va me risquer de me faire prendre ce danger-là. Pour illustrer ça, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, il y a 14-15 ans, il y a une radio locale en Touraine qui m'avait contactée et qui voulait faire une émission ils avaient vu mon site internet et ils avaient vu que j'avais une approche en gestalt et puis une approche en hypnose humaniste. Et ils voulaient à l'époque, ou Eric Soden, je ne sais plus, enfin, peu importe, ils voulaient m'interviewer et, pour que je puisse parler justement de ma pratique et de ce que ça pouvait apporter aux gens, etc. Et en fait, j'ai dit non, c'est pas possible, en fait, ça ne m'intéresse pas, etc. J'ai raccroché et j'étais intérieurement dans une fébrilité. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'avais pas mal bossé sur ce que j'imaginais un niveau suffisamment confortable pour me sentir à l'aise d'être qui j'étais. J'avais fait 28, 30, 45, j'avais fait plus de 10 ans de psychothérapie bien intensive. J'avais ouvert mon cabinet, voilà, j'étais thérapeute, donc j'avais certaines années de bouteille et je me disais, mais bon, enfin, voilà, à mon âge, je sens intellectuellement et en étant vraiment dans l'observation de ma vie telle que j'étais, j'étais tout à fait capable de faire ça en fait. Et intérieurement, il y avait une espèce de fébrilité et de terreur de me dire, mais c'est pas possible comme interview. C'est pas possible en fait. Et en fait, c'est là où je voulais y venir. Quand on n'a pas conscience de ce que dit notre juge intérieur, en tout cas qu'on n'a pas regardé suffisamment pour vraiment en prendre conscience et agir en conséquence, ou en tout cas en conscience plutôt, en fait, de ce que ma famille, l'école disait de moi, de comment mon juge intérieur se l'a approprié, en fait, on parle du ressenti associé là.
Et ben, quand on est adulte et qu'on vit quelque chose et que notre critique intérieure il se manifeste en disant « Non, ça c'est trop dangereux, je vais t'envoyer l'artillerie lourde avec la peur, toutes les idées qui vont arriver, des jugements intérieurs. Je vais t'envoyer tout ce qu'il faut pour pas que tu y ailles parce que mon rôle, c'est de te maintenir en vie, quitte à ce que ce soit de la survie, mais je ne vais pas te laisser te mettre en danger. » Et donc, on peut arriver à 30 ans, 40 ans, 50 ans, avoir des émotions comme si on avait 3 ans, comme si on avait 5 ans ou 7 ans et qu'on était terrifié, impuissant, démuni, avec quelque chose d'énorme qui risquerait de nous écraser. Et on peut intellectuellement se dire, non mais c'est quoi ça? Je sais bien que c'est pas moi ça. C'est pas ma vie. Je sais bien que je ne risque pas ça. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai ces émotions qui sont là présentes? Qu'est-ce qui fait ça? Et en fait, c'est là, c'est que quand je n'ai pas conscience de cette accroche, de ce lien à l'histoire, je ne vais pas réussir à clarifier ça. Je ne vais pas réussir à faire un chemin de conscience pour me détacher et me dire, OK, il y a une résonance par rapport à l'histoire qui émerge, mais ça n'est pas maintenant. La question qu'on pourrait se poser, c'est, j'ai quel âge dans mon ressenti? Est-ce que j'ai 15 ans? 17 ans, j'ai passé mon bac et je ne me sens pas sûre de moi. Est-ce que c'est ça, ce ressenti-là qui est là, alors que j'en ai 40 et qu'on vient de me proposer de faire une interview à la radio? Voilà. On va sentir un énorme décalage entre ce qu'on vit dans le présent et cette espèce d'émotion associée à des ressentis physiques, à des vieilles douleurs qui peuvent revenir, à des idées qui sont vraiment, qui appartiennent à cette identité qui se réveille en fait et qui rentre en vibration. Et donc ça, c'est vraiment le lien que je voulais faire avec vous, c'est quand vous sentez dans votre vie d'adulte que vous vivez quelque chose et que blaf, il y a une espèce d'émotion complètement démesurée qui vient, posez-vous la question, quel âge j'ai à cet endroit-là? Quel âge j'ai? Et qu'est-ce que je peux regarder? Donc, arrêtez de partager. Tac. Et voilà. Et donc, il a fallu que je fasse donc un travail de clarification de ces blessures-là, de ma perception de ce que je vivais, parce que les parents, on sait bien qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. On fait tous ça, en fait. On essaye tous de donner le meilleur par rapport à notre histoire, par rapport aussi au transgénérationnel, de tout ce dont on parlait hier. Il y a des fois, on essaye de réparer des choses, des fois, on reproduit des choses. Mais en tout cas, tout ça, on fait toujours du mieux qu'on peut avec la conscience qu'on a des choses. Et puis, les outils qu'on a, hein, c'est François Lemay qui dit ça, hein, on fait tous en fonction de la conscience qu'on a des choses, avec les outils qu'on a. Donc, voilà, on ne va pas rentrer dans le jugement, ce n'est vraiment pas le but. C'est plutôt quoi faire de ça. Voilà, aujourd'hui, il y a ça, qu'est-ce que je fais de ça? Voilà. Et en fait, j'ai fait un travail de clarification à cette époque-là et je me suis rendu compte que moi qui pensais être confortable dans le fait de me montrer tel que j'étais, ben, finalement, ça l'était, mais jusqu'à un certain niveau. En fait, il y a 2 ans, maintenant, j'ai arrêté de travailler en séance individuelle. On avait des formations avant où on formait des thérapeutes en psychocorporel, gestalt, etc. Et puis, j'avais dit à Jean-Pierre, je m'étais vraiment montré tel que je me ressentais. Je dis, écoute, moi, m'engager comme ça sur 5 ans avec des groupes, j'ai l'impression de me sentir emprisonnée. J'ai plus envie de ça. Je voudrais vraiment qu'on puisse faire des choses sur des plus courtes durées pour que les gens soient plus libres, que nous aussi, que si on veut changer des choses, voilà, qu'on ne soit pas enfermé dans un calendrier. C'est vraiment quelque chose qui me convenait plus. Et du coup, vu qu'il voilà, il avait les mêmes réflexions intérieures que moi en parallèle. Du coup, voilà, on a mis en place des changements dans notre vie professionnelle. Et du coup, à l'époque, je me suis dit, en fait, je sens un appel à l'intérieur à aider plus de personnes et vraiment à contribuer à un niveau plus grand, plus large. Et OK, on a quelques cinquantaines, soixantaines, centaines de stagiaires, de personnes qu'on accompagne en cabinet, OK, mais je sens qu'il y a plus grand, il y a quelque chose qui est en train de se déplier à l'intérieur, un désir de toucher plus de monde, de pouvoir impacter plus de monde, puis de sortir de cette France. On travaillait en présentiel, hein, donc pas du tout sur Internet. Et moi, je m'imaginais partir au Canada ou au Québec, faire des stages là-bas, faire pareil en Belgique, en Suisse, en Nouvelle-Calédonie. J'avais des envies de voir plus grand, de toucher plus de personnes, de pouvoir agrandir aussi mon impact et puis apporter aussi ma pierre à l'édifice pour
pour transmettre mon expérience et pouvoir voilà, contribuer à ce que les personnes qui avaient besoin d'entendre ce que j'avais à dire puissent être en contact de façon possible avec moi. Et je voulais voir donc plus grand et en fait, j'ai fait une formation avec Jean-Pierre pour qu'on puisse voilà, faire en sorte que toutes nos formations sur 5 ans qu'on faisait, on en extrait la substantifique moelle et qu'on les mette dans une formation en ligne. Et du coup, il a vraiment fallu que je regarde que j'avais un chemin à faire en conscience sur le fait que tout le petit monde que j'avais créé où je me sentais confortable de me montrer telle que j'étais, c'est parce que c'était un monde dans lequel j'avais tout contrôle en fait. Les personnes qui venaient me voir, elles venaient me voir parce que c'était moi la thérapeute et parce qu'elles aimaient qui j'étais en fait. Elles aimaient mes façons de travailler, elles aimaient ce que je pouvais leur renvoyer et du coup, j'étais en sécurité, j'étais en confiance. Pour les stagiaires, c'était pareil. Les stagiaires, ils venaient parce que c'était nous et parce que c'était moi, entre autres. Enfin, c'est pas parce que c'était moi, mais quand ils venaient à moi, c'était parce qu'ils aimaient aussi qui j'étais, qu'ils étaient satisfaits de ce que je transmettais. Et donc, j'ai réalisé que j'avais créé un petit monde à moi dans lequel je me sentais bien de me montrer telle que j'étais. Et quand je me suis dit, hop, on va faire des vidéos sur Internet, je vais faire des lancements sur Facebook, etc., et ben, je suis restée 6 mois sans faire la première vidéo en live, mais même enregistrée parce que ça vient toucher des choses super inconfortables. La planète entière, en fait. Ben oui, ça veut dire que n'importe qui peut me voir. Et donc, on sort de la capacité de se dire, OK, le regard de l'autre, il existe en fait. L'autre, au-delà de la zone de confort. Et c'est là où, donc, on vient à la deuxième partie de cette soirée. Il y a il y a mon regard de... C'est quoi? Donc, c'est le... Oser me montrer. Oser me montrer. Il y a la partie du juge intérieur, pardon, et puis la partie du regard de l'autre. Et donc là, venez me toucher à un niveau plus grand, du coup, la question du regard de l'autre. De l'autre que je ne connais pas, qui ne me connaît pas. Et donc là, je sortais de ma zone de confort. Même si ça devient de plus en plus facile d'aller voir ces zones-là, il y a encore de l'insécurité, il y a encore la peur de me mettre en danger. Et cette idée de ne plus être dans la lutte, mais de me montrer dans ma vulnérabilité et dans qui je suis en authenticité. Et ça, ce n'est pas évident. Et je vous invite à vous poser la question, est-ce que quand vous vous montrez tel que vous êtes aux autres, qu'est-ce qui est le plus facile de montrer pour vous, en fait? Est-ce que c'est plus facile pour vous de parler de vos idées politiques, de votre vie de famille, de vos émotions, de votre métier, de vos combats, de vos peurs? Vous pouvez explorer quels sont les endroits où c'est plus facile pour vous d'aller parler de votre authenticité et de votre intimité, et puis les endroits où vous n'allez jamais, en fait. Parce que là, du coup, il va pouvoir y avoir quelque chose de votre critique intérieure qu'il faudra peut-être aller écouter, si le cœur vous en dit, pour ne plus être dans certains états émotionnels dans votre présent quand vous actez du changement, quand vous apportez du nouveau et que votre inconscient, à travers l'archétype du juge intérieur, vient vous protéger, en fait. Voilà. Donc, le regard de l'autre. Je vais regarder s'il y a des questions par rapport à là où j'en suis avant d'aborder la deuxième partie. Hélène qui dit « Pourquoi je n'arrive pas à exprimer ma colère et je suis encore affectée par mes parents. Ma mère me semble toxique, elle a 95 ans et moi 60. Une grande différence. » Alors ça, Hélène, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûre qu'on puisse y répondre en 2 minutes et devant tout le monde, en fait. Ça parle d'une zone obscure, en fait, d'une zone obscure qui aura peut-être besoin d'aller regarder, ou pas d'ailleurs. La question, c'est que quand on reste coincé dans la colère, et moi je suis restée, et j'en ai encore, hein, et j'ai des identités à l'intérieur de révolter, ça parle, comme je viens de le dire, d'une association à c'est difficile à dire, une identité de victime. C'est-à-dire qu'on va nourrir une émotion sert à rester en lien avec une identité qu'on a du mal à lâcher, en fait.
Je ne dis pas que c'est ça qui se passe pour toi, Hélène. En tout cas, c'est moi ce que ça me donne envie de répondre. Donc, peut-être que ça parle certainement de moi, hein, parce qu'on va le voir. Mais ça parle aussi des liens qu'on peut avoir de soi avec soi. Et d'ailleurs, je vais répondre à Stéphanie. Donc, Stéphanie qui dit victime, c'est exact, me dit Hélène, c'est ça. Stéphanie me dit, comment sait-on qui on est véritablement finalement? On est tellement conditionné par le monde extérieur que l'on ne sait plus quoi penser. Oui. Eh bien, comme on disait hier dans la question du transgénérationnel, je ne sais plus si tu as écouté, enfin, je ne vais pas regarder si tu as tout écouté ou pas, tu pourras réécouter. Et on en reparlera aussi jeudi. Attendez, quel jour? On en parlera mercredi, des croyances, etc. On est conditionné, mais ça c'est sûr, on est tous conditionnés. Et tout notre travail de notre vie, c'est ce qu'on appelle justement le dépouillement personnel. C'est déconditionner, déconfiner nos idées, sortir des cases dans lesquelles on a grandi, à travers notre famille, à travers l'école, à travers la société, à travers notre culture. Et en fait, c'est en allant se poser certaines questions et lâcher les identités qu'on va pouvoir se trouver soi en lien avec notre désir profond. Ça, on en parlera en fin de semaine aussi, jeudi et vendredi. Si tu peux, pardon, si vous pouvez être là, Stéphanie, ça y est, moi je tutoie, avec tout le respect, vraiment. Quand je me dis tu, je suis vraiment aussi dans le respect, ça n'a pas de rapport. Donc, si tu peux être, alors zut, si vous pouvez être là jeudi et vendredi, ça va être important aussi pour vous. On va parler justement de qui est-ce qu'on est réellement en fait. Voilà. Demain, on va aussi parler des limites, où, ouais. ça parle aussi du culturel, du familial. Tout ça, c'est très mélangé, hein, c'est très imbriqué. Hein, voilà. Ouais, Alors, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, là, aujourd'hui, c'était donc oser être soi. En quoi notre histoire peut nous empêcher d'être soi? Pas de souci pour le tutoiement. Merci, Stéphanie. Et puis, donc, il y a le regard des autres que l'on perçoit d'une certaine manière, on en parlait. Et puis, il y a le niveau du changement. En quoi ça bloque les changements? Hein, en quoi ça bloque les changements? Si je n'arrive pas, si me montrer, ça veut dire… Tel que je suis, ça veut dire montrer mes désirs profonds de réaliser un certain projet dans ma vie, que ça parle de montrer mes émotions, mes ressentis, que ça parle de me montrer tel que je suis en tant qu'homme ou en tant que femme pour construire un couple, etc. Évidemment, il peut y avoir beaucoup de freins qui se manifestent à cause de ça, parce que je n'ose pas me montrer tel que je suis. Voilà. Donc, on a abordé cette thématique ce soir, parce que c'est un élément fondamental. C'est me montrer dans mes envies, dans mes désirs, quels sont mes projets de vie, qu'est-ce que les gens vont en penser autour, etc. Le regard des autres, la famille, les proches, les amis, la société elle-même. Est-ce qu'en faisant ça, je ne vais pas me mettre en marge des habitudes sociales, comment je vais être perçu, etc. Il y a énormément de freins à ce niveau-là. Donc, c'est important d'avoir conscience que si j'ai un projet ou des projets de vie que je n'arrive pas à mettre en œuvre, des changements que je n'arrive pas à mettre en œuvre dans ma vie, en quoi c'est lié au fait de me montrer. Ça peut ne pas être en liaison avec ça, mais il y a cet axe-là qui est important. Comme il peut y avoir des éléments transgénérationnels qui vont parler de si je suis heureux et je réussis à faire ce que j'aime dans ma vie, ça va être le contraire de ce que tous les gens de la famille font, quoi. Mon père, ma mère, comment je pourrais dire « Oh, je suis magnifiquement heureux, c'est merveilleux ce que je fais dans ma vie aujourd'hui, je suis très heureux », alors que n'ont jamais été dans leur vie. Voilà. Et il y a encore plein d'autres axes qu'on va voir au cours de la semaine, les croyances, les limites, etc. Voilà. Donc, en quoi la grande question, c'est en quoi ça bloque les changements que vous souhaitez. Ouais. Donc, en fait, on peut en revenir à quelques questions qu'on peut vous poser. On vous rappelle, donc la première question, qu'est-ce que votre famille ou l'école ou les proches disaient de vous? Deuxième question, qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, de ce qu'ils disaient? Quelle est votre perception par rapport à ça? Deuxième question, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce que votre famille ou l'école disait? Ça renvoie à cette petite voix intérieure dont parlait le juge intérieur, dont parlait Marie. Alors, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui de ce qu'il disait? Si je me dis, oui,
Oh ben, c'est vrai, de toute façon, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas capable. Tac, ça y est, c'est mon critique intérieur qui est là. Troisième question, qu'est-ce que vous redoutez le plus dans le regard des autres? Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans le regard des autres? Quel serait le pire scénario pour vous, en fait? Et puis, une dernière question, en quoi cela bloque les changements que vous souhaitez dans votre vie? Est-ce que, aujourd'hui, avec cet éclairage-là, vous vous rendez compte que dans tel changement que vous avez voulu acter dans votre vie que vous n'avez pas réussi, ou pas réussi aussi bien, aussi vite que vous auriez aimé, est-ce que vous pensez que ça peut avoir eu un impact? Et donc là, je vais parler du regard des autres, parce que la première partie, c'était le critique et le juge intérieur, donc qui est vraiment, la part très importante parce qu'elle est inconsciente de notre être. Et là, l'impact du regard des autres, parce que souvent, notamment sur Facebook, quand on commence à faire des vidéos, à se montrer sur Internet, etc., ça veut dire qu'on s'ouvre un petit peu en personnage public, entre guillemets, vraiment dans une certaine limite. Intervient forcément le regard des autres. On se dit, mais justement, qu'est-ce que vous dites, vous? Imaginez-vous, demain, je vous invite et je vous propose de partager le direct avec nous pour partager votre histoire de vie et votre changement. Quel est le changement que vous voudriez mettre dans votre vie? Donc, à toi qui es là, je te dis, demain, je t'invite et tu fais le live avec nous et tu me parles de ton histoire et de ce que tu as envie de raconter par rapport au changement que tu voudrais mettre dans ta vie. Comment vous vous sentez? La vidéo d'hier, tout à l'heure, il y avait plus de 330 personnes qui l'avaient vue. On est au 2e jour, donc il est possible que ça aille encore plus loin. Il pourrait y avoir au moins 350 personnes qui regardent qui regardent cette vidéo-là. Comment tu te sens par rapport au regard des autres? Donc, si on a accès à ce ressenti-là, peut-être que vous avez même plus accès à ce ressenti. Et là, c'est vraiment qu'effectivement, il y a un bon gardien derrière qui a bien verrouillé les portes. Et c'est OK, en fait. Voilà, c'est OK. On a tous nos zones où on a un bon gardien qui verrouille la porte et c'est OK. Le regard des autres, en fait, une chose qu'il faut vraiment savoir, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup servi, mon métier de thérapeute m'a beaucoup servi par rapport à ça parce que j'en faisais l'expérience tout le temps, c'était un outil de travail, en fait, relationnel. Nous avons tous des lunettes teintées, en fait. On porte tous des lunettes, avec plusieurs verres. Vous savez, comme quand on va, je ne sais pas ceux qui portent les lunettes, on va chez l'ophtalmo puis ils mettent plusieurs verres devant là. Et bien, en fait, on a tous plus ou moins des verres teintés de lunettes. Et notre façon de regarder l'autre est teintée par notre histoire et par nos conditionnements, comme disait Steph tout à l'heure, Stéphanie. Je crois que c'est Stéphanie qui disait ça. On est conditionné et on est formaté par rapport à son histoire. Et donc, l'autre, quand il dit quelque chose de moi, de qui il parle? Si l'autre dit « Oh, t'es encore comme ci, comme ça », ce n'est pas de moi qu'il parle. Il parle de lui en lien avec moi. Et ce n'est pas du tout pareil. Il parle de lui. Il a comme des miroirs qui renvoient l'image vers l'intérieur, en fait. Il ne me voit pas dans ce cas-là. ce que je vois peut-être, c'est je projette sur elle peut-être des images intérieures, celles de la femme, par exemple, ou celles de la collègue de travail, ou voilà, que je vais projeter sur elle, en fait. Voilà. Mes lunettes teintées me font que je ne la vois pas telle qu'elle est, mais je la vois à travers des filtres qui m'appartiennent à moi en propre, à mon histoire, à mon image de l'homme, de la femme, du relationnel aux autres, etc. De papa, maman, etc. Et puis, ça remonte dans toute la génération. Donc, lui, par exemple, s'il a des verres teintés verts, il va me voir verte. Moi, si j'ai des verres teintés en bleu, je vais le voir bleu. Et en fait, le couple ou la relation va permettre que chacun se réapproprie ce qu'il voit sur l'autre ou ce qu'il pense de l'autre face aux situations. Et c'est comme ça qu'on peut justement se déconditionner. C'est-à-dire, si je pars du principe que l'autre a des verres, des filtres, ça veut dire aussi que moi, j'en ai. Et donc, à chaque fois que je suis en relation avec l'autre et que j'ai un jugement ou que j'ai une réaction, je me réapproprie
ce sentiment-là et je me dis qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi qui fait que je vis ça comme ressenti, comme jugement ou comme état intérieur. Et donc, ça veut dire que la relation met en lumière les filtres que chacun a à travers une expérience de vie ensemble. De la même façon, quand on est avec une personne qu'on accompagne en accompagnement, en fait, c'est la relation entre toi et moi qui va faire émerger des choses entre nous. Et là, on va pouvoir regarder ce qui appartient à l'autre et ce qui appartient à soi. Nous sommes tous porteurs de lunettes avec des verres teintés. Et donc, le regard de l'autre, l'autre ne parle que de lui à l'occasion de la rencontre avec vous. Donc, il verra ce qui est important pour lui, ce qui lui pose problème aussi. Il parlera de ses peurs, peut-être de ses manques, etc., etc. Et donc, pour sortir de ça, c'est vraiment ne rien prendre personnellement ou prendre sa part. Parce que, OK, l'autre, il nous regarde, c'est à l'occasion de cette rencontre, mais ça veut dire que moi aussi, je le regarde. Et si moi, je suis touchée par ce qui se passe et par ce que dit l'autre de moi, du coup, ça m'appartient. Je suis responsable de mon émotion, du pourquoi cette émotion, elle est là, de qu'est-ce que ça vient réveiller en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, les verres teintés, je vois l'autre à travers mes verres teintés, l'autre me voit à travers ses verres teintés. Donc, on ne prend rien personnellement et on se réapproprie ce qui se passe en fait. On revient à soi systématiquement parce que le regard de l'autre parle de lui. Mais on ne peut voir que l'autre a des lunettes que si soi-même, on retire les nôtres. C'est ça. Si on reste avec nos filtres, on continue à dire l'autre est comme ci, l'autre est comme ça. Et alors que si on les retire, déjà on prend conscience que ça existe et que l'autre lui-même est dans ce même mécanisme-là. Et du coup, je suis en train de voir un témoignage de Steph là, qui dit se montrer, c'est parfois entrer en conflit avec ses proches. Cela m'est arrivé avec ma maman. La question d'entrer en conflit, c'est vraiment très intéressant aussi comme témoignage. Le conflit, c'est quand on s'accroche à vouloir quelque chose, en fait. On est coincé dans des attentes. Moi, j'étais vraiment la pro, et puis ça m'arrive de temps en temps encore d'être la pro du conflit. Quand je brandis mon Excalibur, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais le conflit, ça parle d'une attente qu'on a sur l'autre qui n'y répond pas. Ou le fait de refuser à l'autre, qui est coincé dans une attente vis-à-vis de soi, de refuser de jouer à ça et qui fait que ça le renvoie l'autre à de la colère. S'il y a conflit, c'est qu'il y a deux personnes qui veulent avoir raison. Il y a deux personnes qui sont accrochées à revendiquer quelque chose qui n'est pas accueilli par l'autre, en fait. Deux personnes qui veulent quelque chose de l'autre. C'est ça. Et là, ça génère du conflit. Si je lâche mes attentes, le conflit tombe. Si je lâche mes attentes, je ne suis pas en train de me battre pour obtenir quelque chose de l'autre. C'est comme deux escrimeurs, s'il y en a un qui arrête, qui range son épée, qui ne va plus dans le combat, donc il n'attend plus rien de l'autre. Il n'y a plus combat. Souvent, bien sûr, en famille, dans les familles, entre les enfants et les parents, bien souvent, ou dans le couple, ou dans les amis et les proches, souvent, on attend quelque chose de l'autre. Soit on voudrait que l'autre soit d'accord avec nous, voudrait qu'il nous soutienne dans quelque chose. Qu'ils nous reconnaissent. Qu'ils nous aiment, enfin bref, qu'ils manifestent quelque chose envers nous. On a une attente. Souvent c'est une attente, j'ai envie que cette personne soit d'accord avec moi, qu'elle pense comme moi, qu'elle m'accepte enfin comme je suis. Voilà, j'ai pas envie de ça, j'ai plus envie de ça, je voudrais qu'elle accepte que je n'ai plus envie de ça. Et non, c'est vouloir sur l'autre, vouloir pour l'autre. Voilà. Et là, du coup, souvent, la seule façon que l'autre a de rester libre, c'est de dire non, en fait. Donc, ça on va encore un peu plus loin, mais souvent, quand quelqu'un attend quelque chose de moi, là, si je le perçois, ma seule capacité d'être libre de l'autre, c'est de ne pas rentrer dans son jeu. Et ça, c'est pas juste, parce qu'on n'est pas libre. Bon, ça, on va un peu ailleurs, mais
il y a deux choses. C'est soit on attend quelque chose de l'autre et du coup, on veut avoir raison dans cette attente. Et la question, c'est, OK, il y aura un deuil à faire, certainement, de vouloir que l'autre me voie tel que je suis et m'accepte tel que je suis. Il y aura peut-être ce deuil-là à faire, d'être libre de ça, en fait. Et la deuxième chose, quand il y a conflit, c'est, et moi, ça me sert beaucoup, c'est est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être heureuse? Et parfois, lâcher un débat, lâcher une attente, lâcher un besoin qu'on a sur l'autre et qui n'est pas forcément juste, et bien, ça peut permettre de retrouver le bonheur et la sérénité parce qu'on revient à soi, toujours revenir à soi. Je ne sais pas si ça peut t'aider, Stéphanie. Désolée pour l'aparté. J'ai dit non, elle a fait une dépression. Ah oui, alors ça, c'est… La culpabilité. Ouais. Ça, on en parlera quand? La culpabilité, c'est le dernier jour? Non. L'avant-dernier jour, oui. la culpabilité. Ouais. Ça, c'est une arme redoutable. Ça Ouais. s'appelle du chantage, en fait. Ça s'appelle du chantage. Ce n'est pas forcément conscient. C'est même très souvent inconscient, surtout quand on déclenche une maladie. Voilà, on en parlera. Je ne sais pas si on en parlera de ça, du chantage, en tout cas inconscient. Hein, je ne dis pas que votre maman elle a fait une dépression exprès. On est, voilà. Alors, ce sont des mécanismes inconscients. Hein. Il n'y a pas à chercher les questions de responsabilité, etc. Ce sont des mécanismes relationnels inconscients. Ça se produit comme ça et qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Et du coup, Stéphanie me dit, mais je me suis libérée d'elle et j'ai vécu selon mes désirs. Donc ça, c'est bien. C'est chouette. Merci Stéphanie de ce partage, c'est vraiment touchant. Et voilà. Après, on pourra en dire tellement de choses. Voilà. Et puis, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait des raccourcis qui soient faits entre il faut se libérer de ceci, etc. Non, il y a surtout à trouver son bonheur et à revenir à soi et savoir comment se détacher de ses propres réactions à soi, en fait. Ce que je voulais ajouter, moi, c'est que bon, ces questions, ces difficultés relationnelles, elles arrivent souvent, elles sont présentes dans beaucoup de familles, entre parents, enfants, c'est assez classique, ou dans un couple. Se libérer d'une attente, etc., ça ne veut pas dire casser la relation, arrêter la relation. Ouais. Pas du tout. Et que bien au contraire, souvent, quand on se libère d'une attente et qu'on vit qui on est, on se manifeste tel qu'on est, ce degré de liberté supplémentaire qu'on a, ça nous permet après de pouvoir être juste, avoir une position juste dans la relation à l'autre, une position différente. Ce qui fait que la relation, elle va se positionner autrement, plus dans des enjeux affectifs, de dépendance, de pouvoir, quoi que ce soit. Mais au contraire, elle va se situer à un autre niveau, où on va pouvoir vivre une relation avec plus de vérité, un lien affectif plus authentique, qui ne sera pas parasité par toutes ces histoires. Voilà. Donc, ce n'est pas casser la relation, bien au contraire, ça arrive à une relation plus juste. Et l'objectif, ce n'est pas du tout de stopper, de casser des relations dans les familles. On a besoin de la famille, on a besoin des liens affectifs dans la famille, mais savoir des liens vrais qui soient justes pour tout le monde et que là-dedans, chacun a plus de liberté et plus d'authenticité, plus de vérité dans la relation. L'affectif peut se vivre de manière plus juste. Et c'est le désir profond de tout le monde, même si ça passe par une phase où ça gigote un peu, quoi. Et justement, j'en profite pour faire une magnifique transition. Pour transformer ces choses-là du regard de l'autre, donc comment transformer aujourd'hui de ce qu'on vient de dire, du coup, quand on est pris dans le regard de l'autre, c'est de passer du blocage initial et de son enjeu émotionnel, donc la douleur, la tristesse, sentiment de rejet, etc., de passer de ça à la conscience que ce blocage, il existe et de ses liens avec son histoire, avec sa propre histoire. Alors, je ne dis justement pas exprès les causes dans l'histoire, parce qu'on n'est pas là pour dire que c'est à cause de ceci ou de cela. Sinon, ce serait rester dans un lien de cause à effet qui n'est pas juste du tout. Vous voyez que l'enfant, il va créer des liens de cause à effet à des endroits qui ne sont pas justes. Moi, j'ai créé un lien de cause à effet à l'époque entre le fait que je me sente différente, que les autres n'étaient pas comme moi et aussi que je ne me sentais pas aimée autant que mes frères et sœurs, qui était ma propre perception, indépendamment de ce que faisaient ma famille et mes parents. J'avais créé un lien de cause à effet avec ça. Et du coup, à chaque fois que je revisitais dans l'âge adulte
le fait que je ne répondais pas aux attentes des autres, ouf, j'avais cette peur qu'on prenne l'amour que j'avais, qu'on m'enlève cet amour-là et qu'on ne m'aime plus. Et donc, j'étais complètement coincée à l'intérieur de cette espèce de truc-là parce que j'avais créé des liens de cause à effet. Donc, c'est très important. On va passer du blocage et de son enjeu initial à la conscience que ce blocage, il a existé et qu'il y a des liens avec notre histoire. Et quand on a 40, 30, 40, 50 ans et qu'on vit quelque chose et qu'on se dit « Oups, ça me fait mal à cet endroit-là », je vérifie que là, dans la réalité, je n'ai pas peur de perdre. Si jamais il se passe quelque chose entre Jean-Pierre et moi, je peux lui dire « Ok, il s'est passé cette chose-là où on était un peu en friction. Je sens bien que je ne réponds pas à ton désir à cet endroit-là. Et j'ai un petit peu peur du coup de perdre ton amour, que tu m'aimes moins ou que tu me rejettes parce que je ne réponds pas à ce désir-là que tu as de moi. Et moi, me disant dans cette vérité, je vais pouvoir mettre de la réalité dans ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Et du coup, en faisant ça en conscience, ça fait comme un reset. Vous savez, quand on reboot un ordinateur, on va non pas rebooter sur quand j'avais 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, mais je vais rebooter sur quand j'avais 49 ans et que j'ai vérifié avec Jean-Pierre que quand je ne réponds pas à son désir là-dedans et puis que je sens qu'il est triste, eh bien que ce n'est pas un lien de cause à effet avec le fait qu'il va moins m'aimer. Parce que ça a un lien dans mon histoire, etc. Vous comprenez? Donc, vraiment, pour transformer ces choses-là, on peut faire 30 ans de thérapie ou 50 ans de thérapie. C'est OK, en fait, chacun fait ce qu'il veut. On peut aussi, en conscience, prendre conscience de ce blocage et des liens avec l'histoire, en sortant du lien de cause à effet, et remettre de la réalité. C'est-à-dire se dire dans son authenticité, voilà ce que je ressens par rapport à tel événement, et voilà ma peur. J'ai peur que tu me rejettes, j'ai peur de perdre ton amour. Et du coup, Jean-Pierre va lui nommer là où il en est, et du coup, il va se passer de l'authenticité. Il y a des choses qui vont émerger. On va repartir de là pour l'avenir, en fait. C'est-à-dire qu'on va faire un reset à cet endroit-là. Il y aura moins de passif, en fait. On ne va pas rechercher l'histoire. On va rester, on va lisser le passé à un endroit qui repart de maintenant, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très puissant pour lâcher les identités du passé, pour lâcher les effets des états de victime, en fait. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on vit une nouvelle expérience en conscience, avec, qui amène des conclusions différentes, un état intérieur différent, etc., une nouvelle expérience, en fait, eh bien, on intègre une nouvelle expérience dans nos archives historiques, en fait, et comme elles sont d'aujourd'hui, elles sont plus puissantes, hein, et donc, plus on va engranger de nouvelles expériences aujourd'hui, moins le passé aura du poids, aura une influence, et plus on sera... plus ça sera rapide pour nous de « Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de rejouer un vieux scénario là. Ouh, stop !» Vivons le présent, l'expérience de maintenant. Voilà. Et donc, en fait, si le reset, c'est vraiment prendre conscience, et ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Si les autres personnes me jugent, me critiquent, portent un jugement sur moi, ça ne me concerne pas. C'est clair. Je peux me poser la question en quoi ça résonne en moi, qu'est-ce que ça touche chez moi, ça c'est important. Mais ça ne me concerne pas. Et si je sens que ça me touche, que j'en souffre encore, alors je réactualise. Est-ce que j'ai envie de continuer à fonctionner avec ça? Est-ce que j'ai envie encore de croire à ce qu'on me dit? Est-ce que ça me rend heureux de penser ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre comme ça? Si la réponse est non, ben je réactualise. OK, moi, maintenant, c'est autre chose. C'est lâcher des vieux schémas, lâcher des croyances, lâcher des vieux scénarios. Voilà, les amis. Cécile, je prends mes distances en ce moment avec ma mère, je me retrouve enfin. Mais parfois, effectivement, pour se déconditionner et puis s'extraire un peu, faire un petit pas de côté comme ça par rapport à son histoire, parfois, ça peut passer par effectivement une petite prise de distance avec, bien entendu, la possibilité de revenir différent, un peu plus solide, un peu plus construit, puis revenir d'une autre façon en proposant un autre mode relationnel. Ça peut arriver, effectivement. Parfois, c'est pas obligé, mais parfois, ça peut être possible et bénéfique de prendre un petit pas de côté pour revenir d'une autre façon. De prendre un petit peu de recul parce qu'on ne se sent pas assez fort encore. Hein. Ça peut être bénéfique quelquefois. Hélène, merci à vous deux, ça m'aide et j'aime votre vision. Ben, tant mieux, Hélène, je suis bien contente. Super. Alors, du coup, je vous avais dit qu'il y a une petite surprise aujourd'hui et pour bien montrer à quel point il peut y avoir aussi des synchronicités. Alors ça, on en parlera le dernier jour des synchronicités.
En fait, on en parlera encore régulièrement des synchronicités parce que ça fait partie de la vie. Oui. À partir du moment où j'ai revisité donc, cette spirale de revenir sur mon image de moi, sur mon juge intérieur, sur le regard des autres, d'une façon un peu plus légère qu'avant et plus facile, mais ça, j'y reviens régulièrement. Hein. On revisite les mêmes choses et puis à chaque fois, on dépouille un peu plus, on réaligne un peu plus par rapport à notre désir profond. Donc, j'ai revisité ça par rapport au regard des autres. Et à partir du moment où j'ai vraiment senti que c'était important de dire oui à mon désir de me montrer tel que j'étais au plus grand nombre et de faire ce pas-là, eh bien, j'ai été contactée par des journalistes de Mediapart qui écrivent pour le journal, avec une partie de témoignages pour le journal de Marie-Claire, un magazine français. Ils étaient tombés sur mon site internet, pourtant mon ancien site internet qui est pourtant très mal répertorié par Google. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont retrouvé mon ancien site internet qui s'appelle femmesvivantes.fr et ils ont lu ce qu'il y avait sur le site. Ils étaient vraiment, voilà, ça les intéressait de pouvoir me demander de participer à un dossier sur l'hypnose qui voulait sortir donc le 19 juillet. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager l'écran. Aujourd'hui, le 19 juillet, sort, donc non pas en magazine, parce qu'apparemment c'est démodé, mais sur le site internet. Tac, alors c'est pas ça, où est-ce que c'est? C'est ici. Tac. Donc Marie-Claire, Femme vivante, le partenaire vers l'émancipation des codes et des regards. On parlait des conditionnements. Donc je vais vous le lire. Afin d'accompagner les femmes à devenir actrices de leur indépendance et de leur bonheur, Femme Vivante a créé son propre écosystème composé de coaching et webinaires. S'émanciper pour être indépendante et authentique. Être une femme en 2021, ce n'est pas la chose la plus aisée. Et pourtant, cela devrait être simple. Il suffirait d'être soi, d'être authentique et indépendante. Mais il est parfois difficile de sortir des schémas classiques que la société impose, de se libérer de ses croyances limitantes et de s'émanciper du regard des autres femmes de sa famille. Pour accompagner des femmes, mais aussi des hommes à atteindre ce sentiment d'indépendance et de plénitude, Marie-Laure Delia-Loisance a créé Femme Vivante, puis avec son mari, le concept Marcher Up, Up signifiant l'univers des possibles. C'est un travail sur l'ouverture de la conscience, une sorte de réveil de la vie. En quelque sorte, on sort des réglages par défaut pour y voir plus clair, explique Marie-Laure. Des rendez-vous hebdomadaires pour se libérer. Ainsi, Femme Vivante et Marcher Up ont créé tout un écosystème autour de la femme et de la découverte de ses valeurs. En effet, Marie-Laure et son mari organisent toutes les 2 semaines des conférences interactives dédiées à un groupe mixte de 14 à 16 personnes. Ensuite, intercalées entre ces webinaires, des séances de coaching en groupe plus restreints viennent rendre cet accompagnement plus concret, plus personnalisé. Certaines séances peuvent également être individualisées. Outre son regard holistique de l'être humain et sa vision du monde qui l'entoure, Marie-Laure a plusieurs outils à sa disposition. L'hypnose humaniste, notamment, permet d'avoir un nouveau regard sur la vie, de prendre du recul et donc de voir le champ des possibles s'agrandir. Sur le chemin de la plénitude, en plus de l'hypnose humaniste, la thérapeute multidimensionnelle est adepte d'autres pratiques comme la méditation guidée, la thérapie symbolique, le transgénérationnel ou d'exercices sur la place de la femme au milieu des étiquettes qu'on lui colle. Marie-Laure anime des ateliers de danse associés à la respiration. Le mouvement du corps permet de se libérer des émotions et des blocages. C'est un outil essentiel pour initier un changement, ajoute-t-elle. Ce changement, ça peut être la voie de l'authenticité et de l'indépendance propre à la femme moderne. Avec Femme Vivante et Marcher Up, Marie-Laure et son mari peuvent être le partenaire sur ce chemin de la plénitude grâce à leur vision globale de l'être humain et surtout à leur passion pour autrui. En mettant la visioconférence au cœur de leurs accompagnements, Femmes Vivantes et Marcher Up ouvrent leurs portes au plus grand nombre afin d'être acteurs de ce monde qui change. Rendez-vous compte, il y a 2 ans, je me disais, j'ai envie de voir plus grand et je suis terrorisée. Je passe 7 mois à procrastiner ma première vidéo. Aujourd'hui, on a un 2e jour d'un événement gratuit qui a intéressé je ne sais plus combien de personnes et je suis là présente avec vous. Alors, je me fais des fleurs, oui. Et c'est pour vous montrer que, surtout quand on prend conscience des choses, il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à transformer, il n'y a pas à devenir différente. Et juste prendre conscience des choses et choisir, je veux quoi, de quoi j'ai envie en fait. Et quand on est accompagné, c'est quand même vachement plus facile. Donc, je voulais vraiment, voilà, vous montrer ça parce que c'est quand même incroyable que ça sorte aujourd'hui.
Voilà, dans le dossier de Marie-Claire. Je vais arrêter le partage. Ah ben non, je ne vais pas arrêter le partage. Est-ce qu'il y a d'autres... Non? Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Parce que là, en fait, il est 9h moins le quart, donc il se fait tard. Je ne voudrais pas vous prendre toute votre soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Comme on vous l'a dit au départ, on va peut-être reparler à nouveau du changement up. Donc ça, c'est l'accompagnement qu'on propose à partir du 27 juillet. Un accompagnement rapidement sur 12 semaines. Vous le trouvez sur changement-up.fr. Voilà, on va vraiment aborder les thématiques qui sont essentielles. 12 portes psychologiques, émotionnelles et spirituelles à traverser. Donc, les 12 portes essentielles qu'il est important de regarder pour prendre conscience de ce qui se passe. On va avoir aussi, face au changement, comme un espèce de mode d'emploi spécifique du fonctionnement de l'être humain, un peu ce qu'on fait depuis hier et aujourd'hui, ce qu'on va faire jusqu'à vendredi. Mais voilà, c'est la version individualisée avec un petit groupe. Et puis, on va vraiment aller un peu plus profondément, tout aussi simplement, mais plus profondément, en lien avec le changement. Donc, face à nos changements, mettre plus de conscience, des fonctionnements, pouvoir avoir des interactions humaines activatrices d'ouverture de conscience, parce que dès qu'on parle de choses, hop, on se réveille de plus en plus, on prend conscience d'autres visions du monde, d'autres visions de ça, et là, ça ouvre l'univers des possibles. Là, ça agrandit le champ des possibles. Et le groupe participe bien sûr à ça. C'est exponentiel. Si on est 26 dans le groupe, parce qu'on ne prend que 24 personnes, si on est 26 dans le groupe, c'est 26 fois ça. Tout ce qu'on fait pour soi, on le fait pour les autres. Et tout ce que les autres font pour eux, ils font pour nous aussi. Donc, il y aura un accompagnement individuel adapté pour chacun. Ça vous permettra plus d'écoute de vous-même, de votre intuition, pour renforcer votre alignement intérieur. Ça vous donnera une autre perspective plus claire de vos objectifs de changement et de ce que vous voulez créer dans votre vie. Et puis, comme on disait, la richesse du groupe qui n'a pas de prix. Donc, je vous laisserai aller regarder ça. Je ne veux pas vous embêter. Par contre, voilà, ça existe. C'est à partir du 27 juillet. On ne prend que 24 personnes parce qu'on veut vraiment la qualité du groupe et de la transmission et puis de l'accompagnement à la fin. Donc, ça commence dans 8 jours, en fait. Voilà. Mardi, dans 8 jours. Et donc, on a mis une photo que j'ai prise il y a un mois dans la Drôme, la rue des possibles. J'adore cette rue, à Barnave, dans la Drôme. Je ne sais pas ceux qui connaissent, dans le Diois. La rue des possibles parce que, voilà, il y a des portes qui s'ouvrent et qui rendent des choses possibles. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère qu'on a contribué à vous donner des clés qui vont vous aider pour vous mettre dans de bonnes conditions pour les changements que vous voulez faire dans votre vie. On a parlé hier du transgénérationnel. Aujourd'hui, c'est oser se montrer tel que je suis. Demain, on va parler des limites avec Jean-Pierre, les limites qu'on se crée et le lien aussi avec le regard des autres. Parce que forcément, ça touche à ça aussi. Et transgénérationnel. Mais voilà, on fait... Voilà. Omniprésent. C'est ça. Donc, on se retrouve, pour ceux qui voudront, demain soir, 19h30, même heure, même endroit. Merci d'être là. Merci. Et puis, merci à vous de vous intéresser à ce type de questions parce que moi, ça me donne espoir, en fait, que le monde s'éveille. Et il n'y en a pas qui sont plus éveillés que d'autres. On a tous On est tous en chemin. On est tous en chemin. On marche tous ensemble. Et c'est ensemble qu'on est plus fort et qu'on va plus loin. Voilà, plus vite et de façon plus efficace. Merci. Belle vie à vous et peut-être à demain pour ceux qui vont être là. Autrement, on est ensemble jusqu'au vendredi 23 juillet. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À demain. J'arrête le partage. Ici, je vais sur arrêter la diffusion en direct. À demain.